Bonjour, c'est un plaisir de vous entretenir aujourd'hui par rapport à la blessure de rejet. Je sais que plusieurs ont déjà entendu parler de ce concept des 5 blessures de l'âme ou ce que j'appelle les 5 sentiments qui nuisent au bonheur également, mais je pense que sur notre route de vie, c'est bon de temps en temps de se rappeler où est-ce qu'on peut peut-être se sentir limité par rapport à l'ensemble de ces blessures-là. J'ai déjà fait un podcast récemment où est-ce que je faisais un survol des 5 quand on parle de rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Mais aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les impacts de la blessure de rejet et qu'est-ce qu'on peut faire à travers de tout ça. Alors, mon nom est Lynn Bolduc. C'est depuis 1995 que je suis conférencière, formatrice dans les entreprises, au sein du grand public, auteur aussi sur différents sujets qui touchent le mieux-être global, que ce soit autant la saine communication, l'estime de soi, la gestion du stress, la joie de vivre, comment réguler notre système nerveux. Bref, je suis une passionnée de santé globale et ça se traduit beaucoup à travers mes partages depuis toutes ces années-là. Quand on parle autant d'auto-guérison, de dépendance affective, de rire, eh bien, tout ça, c'est des sujets que j'ai eu à partager avec les gens depuis tout ce temps-là notamment. Donc, quand on parle de cette chère blessure de rejet, je vous invite vraiment à plonger dans ce concept-là, pour ainsi dire, qui se veut vraiment profondément transformateur. Parce que ça vient toucher directement à notre capacité à être heureux, à être en paix avec nous-mêmes, à être authentique aussi dans nos relations. Donc, je vous invite à vous poser la question: avez-vous le sentiment que c'est quelque chose qui a pu vous toucher dans votre vie ou toucher des proches autour de vous? Parce que oui, c'est un sujet qui est fondamental, sensible, parfois inconfortable, mais quand on va à la rencontre de ça, c'est profondément libérateur. Donc, à la réponse, est-ce que ça vous a touché? Je serais tentée de dire oui. Pourquoi? Parce que qui que l'on soit, on est à peu près tous et toutes touchés par ces 5 sentiments-là. On part avec notre bagage de vie, et il y a beaucoup de choses qui se retransmettent de génération en génération et c'est comment on perçoit la vie à travers les événements aussi que ça va venir s'enraciner. Et on va en parler, là, je vais vous détailler ça, où est-ce que ça prend racine et tout ça. Mais il y a un lien direct entre les blessures émotionnelles, nos comportements, nos états intérieurs et notre santé globale. Autant notre santé physique, émotionnelle, parce que si on vit un stress, vous avez déjà remarqué que, hop, on peut avoir mal dans la nuque, la digestion va moins bien, on n'a pas besoin de personne pour nous le dire à quel point que ça nous affecte, même si on a besoin des médecins et puis des spécialistes, que ce soit psychologues ou autres, pour recadrer quand il y a des problématiques, on en convient. Mais on le sait très bien comment est-ce que quand ça va moins bien en dedans, que des fois ça va moins bien physiquement, on se sent pas optimal dans notre forme. Donc, c'est pour ça que je vous invite à écouter cette émission-là sans analyser de façon mentale, mais plutôt d'y aller avec curiosité, comme une exploration qui est douce. Où est-ce qu'on va au cœur de certains mécanismes qui peuvent nous toucher des fois? Et dans ce cas-ci, bien, ça va vous amener peut-être à faire des déclics sur des réalités que vous avez déjà vécues et voir un peu plus comment on peut se sortir de là aussi. Parce que quand on fait des prises de conscience, il y a beaucoup de libération qui peut se faire par le fait même. À travers les nouvelles compréhensions, bien, ça fait quoi? C'est un peu comme si on se fait de la place à l'intérieur de soi. Puis quand on se fait de la place à l'intérieur de soi, un peu comme si on sortait des ombrages, si on veut, des vieux fantômes du passé, le but, c'est pas de fouiller dans le passé, mais oui, c'est une référence, notre passé, mais d'être dans l'ici maintenant, comment je réaligne différemment les choses. Et c'est là qu'on peut libérer du stress, libérer des charges, des fois très lourdes qu'on peut porter. On se fait aider au besoin, je le rappelle, mais on va se créer plus de joie et on ne fait qu'aider à notre santé aussi, à notre corps à mieux fonctionner. Donc, oui, le concept des blessures émotionnelles, ça a été popularisé par Lise Bourbeau comme tel, mais ça remonte aux travaux de Wilhelm Reich, qui est un médecin, psychiatre et psychanalyste autrichien, ainsi qu'aux travaux de John Pierrakos, qui est un psychiatre américain,
Et tous les deux ont été précurseurs, si on veut, dans la compréhension des liens entre le corps, les émotions, la psyché, les mécanismes de protection, pour ainsi dire. Donc, on va voir que il y a un masque qu'on appelle qui est relié à chaque blessure. Je fais un petit survol rapide, là. Quand on parle du rejet, le masque, c'est-à-dire mécanisme de défense, c'est la fuite. L'abandon, c'est la dépendance. L'humiliation, c'est le petit côté masochiste, pourvu que les autres soient heureux. Moi, ça passera après, là. Question de résumer rapidement. Avec la trahison, ça va être le contrôle. Et avec l'injustice, c'est la rigidité. Donc, quand vous écoutez ça, vous dites peut-être, ah, ça va mal, là. On est tous touchés par ça. Oui, mais nous ne sommes pas ça fondamentalement. C'est des mécanismes qui roulent en sourdine à l'intérieur de nous, oui, qui vont s'exprimer dans le quotidien, c'est clair, c'est évident, mais on a à se connecter à notre essence la plus lumineuse et réaliser qu'on est avec la faculté, si on veut, de pouvoir émerger de ça et d'en faire des forces et non d'en faire une identité comme des fois ça peut avoir été le cas sans s'en rendre compte. Donc, ces mécanismes de défense-là, dans le fond, on les a développés très tôt dans notre vie, souvent dans l'enfance, pour ne pas dire que les racines sont là. Et on n'avait pas les mots pour être capable de comprendre ça. On a enfoui ça dans notre mémoire inconsciemment et on est parti avec ça. Donc, ces masques-là, ces blessures-là, on n'est pas là à dire, OK, c'est des erreurs de copie là, qui sont faites à l'intérieur de nous. C'est des mécanismes de survie, des stratégies de survie qu'on a développées. C'est l'histoire humaine. J'espère qu'on va se renforcer au fil des générations aussi pour avoir des outils qui vont permettre d'avoir une vie encore plus allégée rapidement. Puis je pense qu'on s'en va vers ça aussi. Mais ça nous a permis de continuer à avancer ces mécanismes de protection-là malgré la douleur qu'on pouvait ressentir, même si on était tout petit, sans être capable de la nommer. Mais aujourd'hui, si cette partie de soi est, comme on va parler des fois d'enfant intérieur, est restée comme prise dans le temps, bien, on est adulte, mais des fois, on va réagir à des situations comme si on était un enfant de 3 ans. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui n'avait pas grandi suffisamment quand on est resté pris dans une blessure. Donc, c'est là que ça s'installe sournoisement au fil du temps. On le voit pas nécessairement. Puis on développe une façon d'être, une attitude ou des attitudes, des comportements pour ne plus ressentir les inconforts qu'on peut vivre dans notre quotidien, dans le milieu familial, dans notre environnement quand on est petit, puis en grandissant. Et d'autant plus si c'est très intense, l'inconfort. Donc, comme je vous disais, le but n'est pas de refouiller dans le passé puis de déterrer des vieilles choses, mais si vous repensez à votre histoire, repensez à comment c'était quand vous étiez enfant. Est-ce que vous étiez encouragé dans l'estime de vous-même et on n'est pas là, je le répète encore une fois, pour culpabiliser nos parents et on fait du mieux avec les ressources qu'il y avait. On s'entend qu'il y a des faits qui peuvent avoir été graves, s'il y a eu de l'inceste, des abus, de la violence, des choses comme ça. On est très, très lucide là-dedans. Mais ici maintenant, quel constat qu'on garde de notre apprentissage et comment on peut devenir notre propre père, notre propre mère à nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas le changer le passé. Donc, on regarde les apprentissages, on relâche les émotions, on se fait aider aux besoins, c'est ça le but. Donc, mais le défi, c'est que ces mécanismes de protection sont souvent devenus automatiques, pour ne pas dire tout le temps. C'est inconscient et on les répète dans différentes sphères de notre vie. Le sentiment de rejet, par exemple, ça peut être ressenti dans les relations amoureuses, comme les autres sentiments aussi, là, dans le travail, avec les amis, avec la famille. Ça peut teinter notre vie un peu partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que peu à peu, on va avoir tenté de correspondre à ce qu'on croyait que les autres attendaient de nous-mêmes. Et tout ça dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir d'être aimé, accepté et reconnu. Mais si c'était pas là, cette attention-là, des fois, il y a eu une espèce de résignation qui est là et on s'est dépersonnalisé. Si je fais telle chose, j'agis de telle façon, on va m'aimer. Donc, on sait plus trop qui on est au fil du temps, puis on devient ce qu'on pense devoir être. Donc, c'est là que
quand on réalise que ça, c'était des mécanismes, c'était des illusions que le mental et le champ émotionnel avaient créées à l'intérieur de soi, on se dit, non, 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 un peu là. Aujourd'hui, moi, je veux quoi en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être, dans toute sa lumière. Et c'est là que c'est un nouveau départ qui se fait pour le prochain bout de notre vie à partir d'ici maintenant. Et c'est pour ça que c'est possible que vous vous reconnaissiez dans l'ensemble des blessures. Moi, en tout cas, je sais que je les ai déjà eues probablement à 10 sur 10, puis je considère que je viens quand même d'un milieu sain, mais on a notre personnalité à travers de tout ça. J'étais quelqu'un de timide, par exemple. Donc, plus qu'on est introverti, des fois, on peut en accumuler aussi. Il peut y avoir mille et une raisons. Alors, c'est pour ça que on est généralement touché par un mélange de ces blessures-là, mais il peut y en avoir une, deux qui vont prédominer des fois, tu sais, sans dire une blessure forte, là, PHARE, mais qui nous amène des fois à répéter un défi de vie qui revient encore et encore sous différentes formes. Donc, c'est là que on peut observer, et je vous invite à le faire, à vous demander quelles sont les situations désagréables qui se répètent dans votre vie. Pas pour creuser une fois de plus là, de ce qui est négatif, mais juste pour dire, OK, je me sors de ces schémas répétitifs. Donc, quelles sont les situations désagréables qui se répètent dans votre vie? Il y a peut-être une, deux choses qui sont montées spontanément. Est-ce qu'il y a des thèmes relationnels qui reviennent? Autrement dit, vous vous retrouvez dans une réunion, vous avez toujours le sentiment d'être de trop. Vous arrivez en relation, vous attirez des gens pas capables de vous aimer. Est-ce qu'il y a des thèmes relationnels qui reviennent comme ça? Est-ce qu'il y a aussi des déclencheurs émotionnels récurrents qui peuvent être là? Telle situation vous amène de la tristesse, puis ça revient trop souvent, par exemple. Moi, je pense à moi autrefois, quelqu'un me faisait une critique, je prenais ça d'une façon tellement personnelle, même si la critique n'était pas désobligeante, je venais la larme à l'œil, j'avais tellement pas d'estime, de confiance en moi. Donc, c'était des déclencheurs émotionnels récurrents de mon sentiment de rejet, que je n'étais jamais correct. C'était une perception inconsciente. Alors, ça veut aucunement dire que notre vie se résume à des blessures, comme je disais tantôt. C'est tout simplement de réaliser que c'est des points de repère, si on veut, qui nous amènent des prises de conscience, une base de référence qui est puissante en matière de libération émotionnelle, pour ainsi dire, pour s'aider soi-même. Donc, d'où ça part, ça, la blessure de rejet? Bien, ça va généralement prendre naissance entre la conception et l'âge d'un an avec le parent du même sexe. Et je dis bien généralement. Je prends pas ça pour un absolu, même si dans les recherches, c'est souvent ce qu'on va voir. Sur le terrain, dans ma pratique en tant que conférencière, formatrice, j'ai animé tellement de séminaires, d'ateliers, de week-ends sur ce sujet-là que des fois, j'ai vu des nuances. Et puis, le parent, si on veut, dans notre perception, a pour rôle symbolique, fondamentalement, de nous aimer, de nous apprendre à nous aimer nous-mêmes et de nous enseigner à recevoir l'amour. Mais ce parent, est-ce qu'il avait lui-même ou elle-même appris à recevoir l'amour, à le partager? Est-ce qu'il en avait reçu suffisamment? Là, vous vous dites peut-être si vous avez des enfants, oh, est-ce que j'ai été correct? Le but, c'est aucunement de dire on se critique et tout ça. C'est qu'est-ce que je veux maintenant, une fois de plus. Mais là, on amène au conscient des éléments pour se sortir une fois de plus de ces schémas-là. Et c'est ça la richesse. Donc, c'est de se dire, OK, il y a eu des patterns, comme on dit, limitatifs, des répétitions qui se sont transmises. Et puis, sans aucune intention malveillante, bien souvent. Mais ça se peut que oui, il en ait manqué d'amour, puis qu'il en ait manqué d'attention. Donc, l'enfant va avoir développé quoi comme perception? Ben, je suis pas assez important ou importante. On s'occupe pas de moi à ce niveau-là. Ou ça peut développer une perception de pas être désiré, de pas avoir sa place, de pas être assez suffisant ou suffisant. Puis j'insiste sur le mot perception parce que le parent n'a pas voulu fondamentalement blesser, généralement. Mais ça peut être un manque de langage émotionnel, de communication saine.
de présence consciente aux besoins de l'autre. Je me souviens, mes enfants, quand ils étaient petits, je les couchais le soir et puis je leur demandais toujours, est-ce qu'il y a eu des petits nuages aujourd'hui? Ils pouvaient verbaliser ce qui avait été moins le plaisant à l'école ou à la garderie, comme vous diriez en Europe, à la crèche. Mais ici au Québec, c'est dans les garderies. Et puis après ça, c'était à l'école et je leur demandais toujours qu'est-ce que tu as aimé le plus aujourd'hui et ça leur permettait de fermer leur journée avec quelque chose de positif. Donc, moi, j'avais vécu une autre réalité, même si mes parents étaient quand même pleins d'amour. Ils travaillaient fort sur la ferme et tout ça. Bon, on a toutes sortes de choses qui font que nos perceptions ont pu être de tel ou tel ordre. Mais de là, je m'étais dit, je vais leur donner cette force-là. Alors, aujourd'hui, c'est de cesser de se rejeter soi-même parce qu'on a cru des fois qu'on n'était pas assez important ou importante dans cette forme de communication-là sans s'en rendre compte. Et ça a développé quoi? Comme je parlais précédemment, le masque du fuyant. Fuyant pour le masque, là, c'est autant les hommes que les femmes. Alors, il se passe quoi quand on parle de fuite par rapport au rejet? Ben, la personne cherche à fuir sa douleur émotionnelle, puis parfois de façon très subtile. Parce que cette fuite-là peut prendre bien des formes. Parce que le rejet, fondamentalement, il amène un sentiment, comme je disais tantôt, de ne pas être désiré, de ne pas être accueilli suffisamment, de ne pas avoir le droit d'exister pleinement. Et on dirait que ces croyances-là, ça, je l'ai tellement vu sur le terrain, puis on le vit des fois personnellement aussi, que si cette croyance-là que on n'a pas notre place, elle est très présente, on peut se retrouver dans des situations, dans des réunions, puis avoir le sentiment qu'on n'a pas notre place, s'auto-saboter même si les autres veulent nous la faire. On peut trouver bien, bien des petites choses des fois pour se convaincre qu'on a raison de croire ça. Et c'est là la subtilité, de dire qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça aussi, et non mettre la faute sur les autres. Puis c'est à nous de cesser de se rejeter, puis d'aller au-devant des autres, s'intéresser à telle ou telle personne, se rendre intéressant aussi à travers de tout ça. Donc, c'est pour ça que, rendu à l'âge adulte, bien, une personne qui est très, très touchée par le rejet, quand je fais faire un petit exercice, par exemple, en conférence, les gens peuvent évaluer en sont où sur 10, par exemple, dans telle blessure. Bien, si quelqu'un serait à 10 sur 10, cette personne-là peut chercher désespérément la reconnaissance du parent du même sexe. Et puis, à travers, des fois, un partenaire de vie, parce que c'est son repère, si on veut, inconscient. Donc, même si inconsciemment, elle croyait que son droit d'exister dépendait enfin de la reconnaissance de l'autre, bien, c'est comme si elle cherche toujours ça, encore et encore. Donc, ça devient quelque chose qui fragilise en dedans quand on dépend du regard des autres. Parce que on va être sensible aux remarques, comme je vous mentionnais, aux critiques, même si elles sont minimes. Donc, le rejet s'active rapidement, la souffrance s'amplifie, puis ça tourne en boucle comme ça. Donc, dans le sentiment de rejet, il y a une notion de non-mérite qui va être là. On parle d'auto-sabotage, de fuite, mais beaucoup de notions de non-mérite. C'est un peu comme cette personne-là peut ne pas vouloir prendre trop de place, comme si elle se réfugie dans un monde intérieur, imaginaire. Je ne sais pas si le rejet vous touche beaucoup, là. Imaginez, comme on dit au Québec, le petit hamster dans votre mental, ça tourne beaucoup. Les pensées, c'est très présent. Et vous diriez en Europe, votre petit vélo, là. Donc, le rejet garde beaucoup dans le mental. Parce qu'il y a comme une recherche, sans dire que c'est juste ça, mais de que je vais faire pour fuir, tu sais, c'est épuisant, si on veut. Donc, on a besoin de revenir dans l'espace cœur, de se sortir de cette lourdeur-là. Et c'est pour ça que, on va voir même des gens qui peuvent avoir de la difficulté à avoir des biens matériels. Parce que si j'ai une maison, j'ai trop de choses, puis que j'ai besoin de fuir puis de me sauver, c'est moins facile de le faire. Des fois, ça peut être des auto-saboteurs inconscients très, très subtils, aussi loin que ça. Donc, d'aller chercher un sens à notre vie. Pourquoi je suis ici? C'est quoi ma raison d'être? Notre raison d'être, c'est de se reconnaître. C'est de rayonner. C'est de sentir qu'on est au service de la vie.
Pas qu'on s'épuise à sauver les autres, non, mais qu'on contribue à quelque chose de plus grand à travers ce fluide de vie-là à l'intérieur de soi et à partir duquel on peut s'épanouir, rayonner, donner un sens, oui, à notre vie. Donc, quand on parle du rejet, encore une fois, ça peut amener inconsciemment à saboter l'amour que la personne se fait offrir. Il peut y avoir une peur de se lier. Ben oui, je suis toujours rejetée. Donc, c'est pas possible. Si je m'engage, je peux encore être rejetée. C'est très, très, très profond. Il peut y avoir une peur de souffrir dans ce lien-là, dans la peur d'être rejeté une fois de plus. Donc, ça crée de l'ambivalence, pour ainsi dire. Il y a un désir d'être aimé, mais en même temps, il y a une peur profonde d'être rejeté. Et il se passe quoi derrière? Bien, c'est un sentiment de non-mérite, encore une fois, sentiment de pas être légitime au bonheur, à la reconnaissance des autres et à se reconnaître soi-même dans toute notre lumière aussi dans ce temps-là. Donc, la grande question, avez-vous réellement besoin de l'approbation des autres pour vous donner le droit de vivre pleinement? Et la réponse est non, vraiment. Parce que quand on est bien avec soi, on attire des gens qui vont nous reconnaître dans notre lumière comme on se reconnaît soi-même. Puis même si on est dans le rejet, quand on vit des périodes très profondes où est-ce que ça pourrait être encore présent, ça ne veut pas dire que les autres ne nous reconnaissent pas, là. Donc, c'est des petits déclics, j'espère, qui peuvent se faire pour vous, pour des gens que vous connaissez, que ça pourrait aider aussi. Vous leur partagez cet enregistrement-là. On ne sait jamais, hein, aussi qui que ça peut aider. Et quand vous allez sur Internet avec mon nom, vous allez trouver plein de ressources, autant mon site Internet, une chaîne YouTube. Il y a plein, plein de ressources que j'ai rendues disponibles aussi. Juste faire Lynn Bolduc, vous allez en trouver plein. Alors, une personne touchée par le rejet peut avoir de la difficulté à prendre sa place définitivement. Ça peut se refléter dans la communication, dans le sens qu'elle peut avoir peur de dire ses opinions, même si elles pourraient être immensément pertinentes. La personne peut se retrouver dans une réunion, puis elle avait l'idée de génie que tout le monde cherchait, puis elle a posé la dire, puis oups, une personne la sort à côté, puis tout le monde applaudit. Mais elle l'avait eu, la personne, qui était timide, si on veut, parce que la timidité fait beaucoup partie du rejet bien des fois. Alors, cette blessure se reflète dans la communication aussi, dans le sens que il peut y avoir une difficulté à exprimer les besoins qui sont là intérieurement. La personne ne veut pas déranger, puis elle peut se comparer beaucoup, beaucoup aux autres. Donc, il y a un rejet de soi-même sans en être conscient à ce moment-là. C'est quelqu'un qui peut paraître solitaire et qui peut même, comme, sans dire pousser les autres à la laisser seule, mais il y a ce désir d'isolement pour pas être confronté à cette peur-là du rejet, pour ainsi dire, des fois qu'on peut voir. Ça peut amener beaucoup de perfectionnisme aussi pour éviter la critique. Donc, si je fais tout parfaitement, j'ai moins de chances d'être rejetée. Et les plaisirs en général dans la vie peuvent être limités par cette croyance-là de non-mérite qui peut s'exprimer également. Donc, c'est là que on va voir même des impacts sur la sexualité, sur le corps, parce que inconsciemment toujours, la personne pourrait attirer des situations qui vont l'amener à se sentir rejetée sexuellement, voire se couper même de sa sexualité. J'ai pas droit au plaisir dans la vie, pour ainsi dire. Donc, c'est là que c'est une autorisation au meilleur qu'on a à se redonner. Et on voit même dans les recherches, je vous invite à faire vos propres recherches, mais dans ce que j'ai fait, moi, depuis des années à ce niveau-là, ça disait que il y a des gens qui vont avoir le rejet très, très présent avec le masque fuyant très, très présent, là, évidemment, puis qui se retrouvaient des fois avec des problématiques de peau. Il peut avoir bien des raisons à une problématique, là. On va voir le médecin, bon, et tout ça. Mais la peau est un organe de contact. Donc, est-ce que c'est une façon des fois de ne pas être touché, de l'autodéfense? C'est à vous d'explorer. Mais c'est des choses qui avaient attiré mon attention quand j'avais vu ça. Pour avoir vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup de rejet, parce que c'est comme ça ma perception, moi j'avais vécu à ce moment-là, dans les années difficiles, à l'adolescence surtout, puis même à l'aube de la trentaine, j'étais venue le corps
couvert complètement d'éruptions cutanées parce que j'avais vécu beaucoup de rejets à l'école, entre autres, puis je n'avais jamais parlé. Puis à l'aube de la trentaine, bien, j'ai failli m'écrouler. Je me suis écroulée, pas juste failli. Je me suis écroulée pendant 6 mois, physiquement, moralement, 4 mois au lit et tout ça. Mais j'avais le corps plein d'éruptions. Et puis, je faisais des crises d'angoisse depuis 15 ans, de l'anxiété, l'hypocondrie, l'hyperventilation. Alors, c'était l'extériorisation de mes non-dits que le corps criait. Le corps criait cette souffrance-là. C'est pour ça que il n'y a pas juste une cause à un symptôme, mais quand on multiplie les pistes de compréhension, ça nous aide à aller au-delà des mots MAUX aussi, à mon sens, parce qu'on a un rôle à jouer sur le maintien de notre équilibre de vie. Mais ce qui est sournois aussi, c'est que dans l'isolement que la personne peut s'imposer, entre guillemets, elle pense que ça va la protéger de la souffrance. Mais on a besoin de conscientiser nos schémas au lieu d'être dans un pilote automatique, pour ainsi dire, parce que sinon on fait du surplace. C'est un peu comme, imaginez un appareil qui serait branché à une prise électrique. Même éteint, il est toujours branché. Donc, si on veut se libérer, c'est pas en arrachant la prise du mur, c'est vraiment en allant à la rencontre de soi pour être capable de comprendre que ce courant qui nous nuisait à notre bonheur, on peut comme brouiller ce chemin-là pour en choisir un nouveau, puis de faire des nouvelles actions, des nouvelles choses qui vont nous permettre de se brancher dans la source de vie à l'intérieur de soi beaucoup plus. Alors, pour vraiment se libérer, on débranche la prise de la souffrance, pour ainsi dire, consciemment, avec de l'aide aux besoins une fois de plus. Donc, quand on se sent indigne d'attention, d'amour, d'empathie, on peut comprendre que la personne s'isole, puis qu'elle puisse vivre du stress, de l'anxiété, de la panique même. Moi, c'était mon cas en tout cas, et de la peur par l'anticipation du rejet à ce moment-là. Qu'est-ce que ça réveille en dedans de vous quand vous entendez ces réflexions-là? Puis le but est aucunement d'être morose, non. Le but est en arriver de voir ça comme un trampoline sur lequel on rebondit pour en faire une force et célébrer notre vie, de se dire, regarde, je me dégage de ça, je me libère de ça, je ne suis aucunement ça, c'est un costume que je portais, c'est un personnage qui était en moi, peu importe. Mais la transformation passe par oser prendre des risques, aller de l'avant, poser des nouveaux choix. Arrêter de se percevoir par le regard des autres, puis mettre de la joie, du rire, dédramatiser. Alors de là, on en arrive à optimiser notre rayonnement, notre bien-être, notre paix, notre sérénité. Et moins on va être affecté à ce moment-là par la réaction des autres, plus qu'on va être en train de se libérer. Ça va de soi. Donc, c'est vraiment comme une empreinte précoce, oui, qui s'est créée, qui s'est installée tôt dans notre vie. Mais aujourd'hui, on a le droit de se dire, j'ai le droit, oui, d'exister. J'ai le droit de me sentir accueilli partout où je vais. J'ai la légitimité d'être moi tel que je suis. Alors, s'il y a eu des manques d'amour, c'est à nous aujourd'hui de se redonner ce regard nouveau sur soi, cette bienveillance, cette sensibilité qu'on augmente à l'intérieur de soi. Sensibilité, c'est pas négatif, au contraire. Sensibilité, vulnérabilité, c'est que je ressens, je me permets de ressentir ce qui est là, de le pleurer au besoin, mais de se dire le matin, qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui et d'aligner la journée là-dessus sans chercher la réponse, mais de donner une nouvelle direction, de nourrir ce qui fait du bien plutôt que de rester dans les fantômes, là, qui sont limitatifs à ce moment-là. Parce que quand ça va dans l'extrême, il y en a qui pourraient même se dire, je mérite pas d'être là ou tout ça. Non, 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 non. On met ça de côté, même si on reconnaît que ça peut avoir été une réalité, d'avoir ressenti ça. Bien, de là, on se dit, OK, peut-être qu'il y a eu un parent qui était émotionnellement distant, froid, épuisé ou dépressif à l'époque.
Peut-être que vous étiez un petit bébé qui est arrivé non planifié ou que vous avez vécu dans un contexte difficile. Ça pourrait avoir créé ça. Vous voyez des fois le jeu de perception aussi. Peut-être que le parent, comme on mentionnait tantôt, n'avait pas les ressources affectives pour accueillir un enfant dans tout ce que ça demande comme encadrement dans son expression, son développement. Est-ce qu'il y a eu des non-dits, des comparaisons? Une atmosphère où l'enfant se sentait de trop. Tu sais, je le nomme, mais mettez aucunement trop d'attention là-dessus. On fait juste le nommer pour dire, OK, peut-être que ça a été des éléments déclencheurs, mais moi, j'ai le droit aujourd'hui d'être dans mon instant présent et de cesser de m'identifier à ces difficultés-là pour en faire une force. Qu'est-ce que ça m'apprend, ça? Qu'est-ce que je peux dire à l'intérieur de moi, ressentir, qui fait que grâce à ça, je peux créer quelque chose de grand, aider d'autres personnes. C'est mon histoire d'ailleurs. De ça est née ma carrière en 1995. J'ai réussi à m'en sortir et de là, c'est une pulsion de vie qui est montée en dedans, qui m'a dit partage. Au lieu de se dire, ben, le problème, c'est moi, le problème, c'est personne. C'est des enjeux humains qu'on peut émerger de ça. Alors, au cœur de cette blessure-là, souvent, c'est comme si c'est créer des convictions profondes. Une conviction, entre autres, qui pourrait être, ben, j'ai pas le droit d'être tel que je suis. Stop, ça aussi. Parce que sinon, ça peut générer une dévalorisation intérieure qui est constante. Ben, constante, trop fréquente en tout cas. Une tendance à se rejeter soi-même avant de l'être par les autres. Ça veut aucunement dire que les autres vont nous rejeter. On dirait que quand on a ce programme-là, qu'on s'identifie à ça quand ça arrive pour sentir quelqu'un. Moi, je me souviens, je me sentais exister quand je pleurais par le passé, quand j'étais rejetée. C'est au lieu de me sentir exister par la joie. Alors, on peut s'en sortir. Et la croyance, des fois, peut générer une difficulté à s'affirmer, à occuper notre place, se sentir comme effacé parmi le monde. Et c'est pour ça que on va voir comme des façons de se comporter inconscientes qui peuvent être présentes quand quelqu'un sent que le rejet est très présent là, à l'intérieur de soi, même si c'est inconscient. La personne peut se faire discrète. Euh, Elle peut vraiment pas mettre ses limites aussi. Elle va être vraiment un peu dans la coupure de ses ressentis également. C'est comme elle reste un peu trop en surface. Donc, cette autoprotection-là peut amener du rejet dans ses relations aussi, une peur d'être mis de côté, d'être abandonné, une difficulté à croire que l'autre peut réellement l'aimer, peut réellement rester. Ça peut amener des fois un doute de sa propre valeur. Ça peut amener un besoin d'être parfait. On a parlé du perfectionnisme tantôt. Ou encore à se couper émotionnellement pour éviter l'attachement. Donc, je fais juste relever des points de repère. C'est aucunement des étiquettes qu'on se met. C'est des réactions d'un petit enfant en dedans qui s'est ajusté à la vie au mieux. Et aujourd'hui, dans l'adulte qu'on est, bien, on change le scénario. Au lieu de dire si je m'attache trop, bien, si je risque de souffrir. Non. On part avec l'idée d'ouverture à la vie à ce moment-là, puis avec de l'aide aux besoins une fois de plus. Puis, ça peut amener aussi à revoir le lien avec le corps. Tu sais, se sentir bien enraciné dans notre corps. Au lieu d'avoir, moi j'ai été pendant des années à avoir une espèce de sensation de flottement, de déconnexion d'avec moi-même. Comme si j'étais hors de mon corps, tellement que je fuyais mon intériorité, mon mal-être en dedans. Donc, je mettais une prédominance de mon mental au détriment de mes ressentis, si on veut, des sensations du corps. Il y avait vraiment une coupure. J'étais tendue, rigidifiée à l'intérieur. Et ça amène quoi aussi? Ça amène comme un ralentissement de l'élan vital. Ça peut amener plus de fatigue et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on est invité à s'incarner totalement dans notre vie, à refaire contact avec notre corps, nos sensations, nos émotions, parce que une transformation, ça passe pas juste par une compréhension intellectuelle. C'est mettre de la conscience
dans la blessure, par exemple, sur la blessure, lui remettre de la lumière, de l'amour et tout ça, lui donner le droit d'être là, mais maintenant je fais quoi? C'est d'arrêter de se juger, c'est reconnaître que ce comportement-là, ces réactions-là ont été une réponse qu'on avait de besoin dans le contexte peut-être qui était là à l'époque et qui peut, oui, s'être prolongé jusqu'à maintenant, mais en remettant en lumière les croyances limitatives qui pouvaient être acquises et tout ça, supposément je dérange, je suis pas à la hauteur et tout ça, déjà là, on les voit et j'ai pas le temps de faire des exercices et tout ça, on n'est pas dans un contexte thérapeutique aujourd'hui, mais j'amène quand même ces prises de conscience-là pour que ça puisse faire des déclics là, au fil des jours, des semaines comme telles. Donc, on accueille aussi ces parties blessées, entre guillemets, à l'intérieur de soi, comme si on se permettait de se redonner, comme à cet enfant intérieur, peu importe comment vous l'appellerez, de la sécurité, de la reconnaissance, de l'amour, le droit de s'être senti comme ça. Et de là, bien, on ose prendre notre place, on ose exprimer nos besoins, on ose être soi-même et s'autoriser à être vu, à être entendu, à avoir de la bienveillance, de la compassion envers soi, parce que c'est aucunement en se rigidifiant, en se durcissant ou en voulant être fort absolument qu'on améliore les choses, non. C'est vraiment d'aller vers un espace d'accueil, parce que c'est ça qui nous a manqué, de douceur, de patience, de bienveillance, et de là, ça l'amène de la renaissance aussi. Donc, c'est pour ça que plus qu'on reconnaît, par exemple, la blessure, qu'on lui donne le droit d'avoir été là, bien, ça nous amène à plonger à l'intérieur de soi dans une plus grande sensibilité aussi, dans une belle capacité d'écoute envers nous-mêmes. Ça nous amène à avoir un regard authentique envers soi-même aussi, à être présent dans notre instant présent et d'avoir une belle relation de plus en plus harmonieuse avec soi-même et en se donnant le droit d'exister pleinement. Alors, qu'est-ce que ça le fait émerger pour vous, ces propos-là? Qu'est-ce qui est là? Et je vous invite juste à laisser ça se déposer dans votre cœur et intérieurement, juste réaliser que vous vous regardez avec les yeux de l'amour. Vous avez tellement le droit d'être là. Rien à prouver, rien à faire, à devenir pour être aimé. Et juste rester dans ce silence de paix. Trouvez-vous pas que pas à pas, ça l'amène un élan de sécurité intérieure davantage, que c'est apaisant. Un peu comme si on prenait cette partie de soi et que, au fond de notre cœur, on la met là, on l'illumine, et on lui dit qu'elle peut être en sécurité maintenant. On peut jouer avec ces petits scénarios-là comme tel. On respire à travers cette situation-là, des fois qui peut nous déranger. On revient doucement à soi. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais le but, c'est d'en arriver à renaître, à sentir qu'on peut être vrai en étant soi-même, sans masque, dans une belle présence, apaisée, joyeuse. Et là-dessus, bien, merci d'avoir pris ce temps avec moi et bravo d'avoir pris ce temps avec vous-même et on se dit à la prochaine.